Le Mag Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans le Mag Europe sur Sensation, un Mag Europe évidemment consacré à la crise du coronavirus en Europe. Après la crise financière de 2008, celle des dettes souveraines en 2010, la crise migratoire en 2015, le vieux continent fait face aujourd'hui à un nouveau défi. Le Mag Europe sur Sensation. Pour en parler, deux eurodéputés répondront à nos questions, Laurence Farin et Marie-Pierre Vedret. Nous évoquerons avec elles la gestion de la crise par les institutions européennes, critiquées d'abord pour leur inaction et manque d'anticipation. Elles semblent réagir désormais au niveau attendu pour endiguer un maximum les effets et les conséquences des événements actuels. De la crise du coronavirus, il sera également question avec Guillaume Roty, porte-parole en France de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, avait placé la question environnementale au cœur de son mandat. Devra-t-elle revoir ses ambitions à l'aune de cette crise historique? C'est l'une des questions que nous poserons à Guillaume Roty. Enfin, vous l'imaginez, c'est l'ensemble du continent qui est confiné depuis un mois désormais. D'abord l'Italie, c'est ensuite tous les pays européens qui se sont soumis aux règles du confinement. Avec des approches parfois divergentes, nous voyagerons en Europe pour savoir à quoi ressemble le confinement ailleurs qu'en France, avec le témoignage de jeunes actuellement en Finlande, Espagne, Suisse et Norvège. Le Mag Europe sur Sensation. Ils sont eux aussi forcés de rester chez eux et de travailler à distance. Les députés européens ne chôment pas pour autant. Des sessions plénières extraordinaires sont organisées à distance. Et à distance, nous sommes en ce moment en contact avec Laurence Farin. Bonjour. Vous êtes eurodéputé MoDem, membre de la commission culture et éducation au Parlement européen. On va parler avec vous de la gestion de la crise par l'Union européenne. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire, ou plutôt nous raconter et nous expliquer comment vous travaillez à distance, comment vous assurez la continuité pour votre travail d'eurodéputé? Est-ce que le travail est fait tout de même à 100%, bien que confiné? Alors je dirais qu'il est même fait à 120% parce que cette situation qui nous préoccupe tous fait que nous nous parlons énormément et qu'il y a énormément de réunions qui sont organisées. Et comme le temps bouge un peu, finalement on n'a plus les traditionnelles semaines de groupe, semaines de commission, etc. Tout est un peu concomitant en fonction des priorités, d'autant que j'ai une autre commission qui est la commission du développement régional qui a été très active dans la gestion de la crise parce qu'il y a eu des déblocages de fonds, donc nous avons eu des réunions. Donc toutes ces réunions ont lieu, que ce soit groupe politique, commission quand c'est nécessaire, voire j'ai fait des réunions avec la commissaire Gabrielle. Donc le travail parlementaire se poursuit absolument. Et vous votez aussi à distance, si je ne dis pas de bêtises? Voilà, et demain, nous allons faire notre deuxième plénière à distance, donc sur les votes concernant à la fois les mesures d'urgence qu'il faut valider et pour demain une résolution du Parlement européen sur la gestion de la crise et surtout sur les conséquences que l'Europe peut en tirer. Justement, sur ces mesures d'urgence sur lesquelles vous êtes appelé à vous prononcer, sur lesquelles vous vous êtes déjà prononcé en votant favorablement pour fin mars, comment vous jugez globalement l'action de l'Union européenne durant cette crise? Beaucoup ont critiqué son manque d'investissement et de réactivité au début de la crise, notamment envers l'Espagne et l'Italie. Aujourd'hui, les institutions semblent prendre la mesure du défi du coronavirus. Voilà. Quel est votre regard là-dessus, à vous? Je dirais que l'Union européenne, en tant qu'entité constituée en tout cas le Parlement européen et la Commission, ont vraiment été au rendez-vous. La question qui s'est posée, c'est la solidarité des États membres. C'est celle qui est toujours en question et sur laquelle on a beaucoup avancé. Donc les freins étaient plus dans certains pays qui traditionnellement sont plus opposés et à la solidarité financière et à l'interventionnisme européen. Mais aujourd'hui, je pense que les messages ils sont très positifs. L'Europe, elle a été là sur tout ce qu'elle a pu dégager, sur que ce soit la réaction qu'on a eue avec le déblocage des fonds de cohésion à hauteur de 37 milliards, du côté de la Banque centrale européenne qui a pu stabiliser les marchés européens, mais aussi de la Banque européenne d'investissement qui va conforter les entreprises. Depuis la semaine dernière, la réunion de l'Eurogroupe, donc là, les chefs d'État, il y a eu aussi des avancées très importantes. Donc,
L'Europe a été là. Il y a encore, bien sûr, des pays à convaincre sur la nécessaire solidarité financière dans ces périodes. Mais je veux dire, il y a des gros paquets financiers puisqu'on a surtout été actifs en la matière. Demain viendront le temps de se poser les questions de notre armement industriel, de notre autonomie en matière de santé notamment. Mais aujourd'hui, tout ce qui peut être fait en matière de mobilisation financière pour soutenir les États a été fait. On a encore une question importante sur quelle forme pourra prendre la mutualisation de la dette d'investissement pour demain, mais le principe est acté, donc c'est ce qui est important. Est-ce que vous regrettez, durant cette crise, qu'on remarque finalement le poids encore prééminent des États par rapport aux institutions? On se rend compte que ce sont encore les États et pas la Commission européenne, pas forcément le Parlement européen qui donne le là dans cette crise, et que si les États ne s'entendent pas, il n'y a pas de réaction et de position communautaire. Est-ce que vous regrettez ça? Est-ce que vous pensez aussi que ça appelle à un changement, cette crise, pour plus d'Europe du coup, et moins d'États nationaux qui gèrent le quotidien et les crises? C'est une question très complexe parce que, bien sûr, il y a des compétences qui relèvent des États membres. La santé en est une. Donc, bien sûr, cette crise, elle nous fait nous dire qu'il y a un besoin de coordination, en tout cas européenne, plus forte. Et c'est quelque chose que nous portons dans la résolution que nous sommes en train de débattre et qui, je pense, sera votée largement demain. Mais bien sûr, en étroit lien avec les États membres, puisqu'il y a aussi des systèmes de solidarité qui leur sont propres. Ensuite, cette crise qui est absolument hors norme d'un point de vue tant humain, vital, je dirais, que financier, forcément, il exacerbe des questions qui sont déjà là et que nous avions en phase de négociation du budget européen, donc avec la césure entre les États dits plus frugaux, qui sont les États du Nord, et nos pays, entre nos différences d'endettement et des choses comme ça ressortent forcément. Mais moi, je veux être positive et penser que l'ampleur de la crise qui nous attend, elle oblige à la solidarité. Et déjà, les avancées qui ont été faites vont vraiment dans ce sens. Donc demain, il y aura des questions, en effet, constitutionnelles sur la question des ressources propres, par exemple. Enfin, je pense que nous sommes amenés à bouger vers plus d'Europe. En tout cas, s'il n'y a pas plus d'Europe, il n'y aura plus d'Europe. Donc, en effet, en tant qu'Européenne convaincue, et compte tenu de la nécessité qu'il va y avoir pour tous les États à être solidaires entre eux, je pense qu'on aboutira à un renforcement de l'Union européenne. Un mot pour terminer sur votre commission, notamment celle de l'éducation et de la culture. Quelles sont les actions mises en place pour soutenir les systèmes éducatifs européens, et puis le monde culturel aussi en Europe? Est-ce que vous avez débloqué des fonds, par exemple? Sur le plan de l'éducation et de la culture, il y a une première. Là encore, on est dans des compétences d'appui, donc c'est un peu plus compliqué. Disons que nous avons vraiment été opérationnels sur les programmes gérés par l'Europe, donc que ce soit Erasmus+ ou Europe créative pour la partie culturelle, bien sûr. Donc, ça veut dire Erasmus+, suivi des étudiants, report des dates. Il y a la question de validation de diplômes qui doit être prise en compte. Sur Europe créative, il y a beaucoup d'appels à projets qui ont été reportés aussi ou allongés pour permettre à tous les acteurs culturels de continuer à en bénéficier. Mais surtout, la crise, là encore, elle pose beaucoup de questions sur l'après, la nécessité dans la dimension éducative de renforcer notre coopération, que ce soit par la numérisation, la mise à disposition d'outils qui existent mais qu'il faut faire mieux connaître, au-delà par une meilleure digitalisation de l'ensemble des territoires, mais ça passe aussi par d'autres politiques européennes. Et en matière de culture, un renforcement nécessaire, donc, qui peut être servi aussi par les fonds de cohésion, parce que je prends l'exemple en France par rapport aux fonds qu'on a débloqués. Il y a beaucoup de régions qui les flèchent vers la culture et le soutien de leur monde culturel, donc c'est un peu plus en deux temps, mais je pense que surtout sur la dimension éducation et culture, c'est
notre réflexion pour l'après qui va être important quand on se retrouve comme dans cette situation où 90 millions d'enfants européens sont confinés chez eux. En effet, il y a un besoin de coordination parce qu'on sait qu'il y a des ruptures aussi qui peuvent s'opérer, qui peuvent être très graves en matière de cohésion. Quand on voit l'impact absolument majeur sur le monde de la culture, là encore, on ne peut que déjà se féliciter des protections qu'il y a pour les copyrights, pour les auteurs, pour qu'ils continuent à vivre de leurs biens qui sont diffusés sur des moyens numériques. Et puis, à renforcer les budgets de la culture demain, mais ce sera aussi un combat sur les allocations budgétaires. Et puis, on va travailler beaucoup sur tout ce qui est digitalisation de l'éducation aussi, comme je l'ai dit. Merci. Voilà. Merci Laurence Farin pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes eurodéputée MoDem, membre du groupe Renew au Parlement européen et notamment membre au sein de ce Parlement de la Commission Culture et Éducation. Merci encore à vous. Elle aussi est eurodéputée depuis mai dernier. Nous sommes désormais avec Marie-Pierre Védrenne en ligne. Marie-Pierre Védrenne, vous êtes eurodéputée membre du MoDem, vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen, mais aussi membre de la Commission et de l'emploi et des affaires sociales. On évoquait avec Laurence Ferrin la réaction des institutions au moment de cette crise du coronavirus qui est apparue fin février, début mars en Europe de façon très active. Et on faisait le constat d'une divergence parfois entre les institutions européennes qui voulaient plus de solidarité, plus d'Europe, et puis des États qui étaient, eux, moins parfois enclins à cette solidarité justement. Est-ce que vous aussi, vous constatez ce décalage parfois entre les institutions dont le Parlement fait partie et puis les États? Bonjour à tous. On peut constater effectivement parfois ce décalage, mais parce que je crois qu'en fait, aucun État, même pas la France, même pas la Chine, n'était préparé à une telle crise. Et c'est peut-être aussi de cette non-préparation, en quelque sorte, qu'on n'envisageait pas une ampleur telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, que les États n'étaient pas préparés et n'ont pas su s'unir pour une réponse bien coordonnée. Je pense qu'on peut partir de ce constat-là aussi pour dire qu'on a parfois péché au début de cette crise, notamment pour mettre en place une bonne coordination. Et la Commission européenne et le Parlement européen ont tout de suite justement demandé à ce qu'il y ait véritablement cette meilleure coordination, parce qu'on le savait tous, ce virus, il ne connaît pas de frontières et on allait être tous touchés, tous les États européens, mais même l'ensemble du monde. Donc c'était important de construire cette coopération et cette solidarité pour pouvoir apporter véritablement une réponse et protéger tous les citoyens. Ce qui veut dire que, selon vous, peut-être que le Parlement européen notamment et puis la Commission européenne ont vu les choses clairement avant les États, ont su percevoir le danger de cette crise avant chacun des États séparés. Je pense surtout, en fait, ce qui incarne le Parlement européen aussi, c'est la défense de l'intérêt des citoyens et c'est cette défense aussi de l'intérêt supranational. Et c'est ce qu'incarne aussi la Commission européenne. La Commission européenne est là pour incarner l'intérêt général. Donc c'est la différence aussi du rôle de chaque État. Je ne dis pas que l'une était mieux préparée que l'autre. Non. C'est le rôle de chacun et l'intérêt aussi, et le rôle du Parlement européen, c'est véritablement de défendre l'intérêt des citoyens européens et l'intérêt général. Donc, il est légitime qu'un président, qu'un ministre défende l'intérêt de son État. C'est aussi son rôle. Mais ce qu'a porté toujours la France, et Emmanuel Macron aussi, et ce qu'on porte, nous, à la délégation Renaissance, c'est de faire comprendre aussi que nous sommes dans un marché intérieur, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, que ce virus ne connaît pas de frontières, donc il nous fallait une réponse qui soit plus coordonnée. Le Parlement européen aussi souhaite porter une vision plus ambitieuse parce que justement, on connaît peut-être un petit peu moins les blocages que ceux qui ont lieu au Conseil que vous venez d'évoquer. Quel est le rôle justement? Vous parliez du rôle du Parlement européen. Est-ce que vous pouvez le préciser pendant cette crise? Parce qu'on parle beaucoup des États, de ces réunions du Conseil ou de l'Eurogroupe. On voit aussi beaucoup de communication de la Commission européenne. Forcément, dans ces moments-là, on voit moins le Parlement. Pourtant, vous restez actif ou alors vous regrettez que vous soyez un peu mis de côté en temps de crise?
Alors, on reste actif, bien évidemment, parce qu'il est important que la démocratie, le travail parlementaire puisse se poursuivre. Donc, on n'est pas, certes aussi confinés tous chez nous, donc le mode de fonctionnement est différent. On a aussi des collègues qui sont à Bruxelles. Donc, on a tenu notamment une session en mars dernier, parce qu'il est important aussi que le Parlement européen puisse se réunir pour voter des mesures qui permettent aussi le déclenchement des fonds. Quand on a tenu notre session extraordinaire en mars dernier, l'objectif était de débloquer des fonds. Je vais vous donner un exemple concret. Quand on vote justement le déblocage de la politique de cohésion, derrière, ça a des conséquences précises. Dans ma région Bretagne, il y a eu des commandes de 500 000 masques qui ont été faits. La moitié ont été financés par de l'argent de la politique de cohésion par l'Union européenne. Donc c'est important aussi que le Parlement européen puisse continuer ses travaux, puisse continuer son travail pour faire en sorte de bloquer et de véritablement en fait apporter des réponses et de protéger les citoyens au travers des actes législatifs que nous pouvons prendre. Mais c'est vrai qu'on peut regretter aussi que le Parlement européen soit du fait de nos absences de réunions de commission, soit moins prégnant dans le processus. Pour autant, justement, à l'initiative du groupe Renew, il va se tenir là, dans quelques jours, une nouvelle session au mois d'avril, et c'est important parce que là aussi, le Parlement européen doit faire entendre sa voix, et ça répond un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, aussi une voix qui est plus ambitieuse, une voix qui a envie de défendre l'intérêt de tous les citoyens. Donc, on porte le fait qu'il puisse avoir une session plénière ce mois-ci pour entendre la voix du Parlement européen. Quel est le regard justement porté par le Parlement européen? Alors vous ne pouvez pas vous prononcer forcément pour l'ensemble des eurodéputés, mais au moins j'imagine pour votre groupe, puisque vous échangez souvent sur le plan mis en place par les États membres qui vont permettre d'investir 540 milliards d'euros pour sauver les économies européennes. Est-ce que ce plan est assez ambitieux selon vous ou alors pas suffisamment? Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses à dire. Sur le volet sanitaire, sur le volet économique, il faut déjà rappeler que sur la compétence sanitaire, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Donc, il y a des choses qui ont un petit peu tardé. Mais maintenant, on est véritablement dans une logique de meilleure coordination. Et sur le volet économique, la somme que vous venez d'annoncer, ça correspond donc à l'accord qui a eu lieu là en deuxième étape avec l'Eurogroupe. Il y a eu déjà des premiers accords, et je évoquais le déblocage des fonds de la politique de cohésion avec des actions concrètes. Dire que c'est ambitieux, oui, je le crois. Dire que c'est suffisant, je ne le crois pas non plus. Donc c'est aussi pour ça qu'on porte une résolution et qu'on a tenu à ce qu'il y ait une session plénière pour pousser aussi les États à aller plus loin, parce que on le voit, les mesures de confinement qui ont été prises par l'ensemble des États membres, qui sont certes parfois divergentes et qui sont nécessaires pour protéger tous les citoyens, ont des conséquences économiques. Et il nous faut pouvoir travailler tous ensemble vis-à-vis de ces conséquences économiques, c'est-à-dire véritablement investir pour le futur et faire en sorte de porter des réponses économiques qui soient à la hauteur. Et là, je pense qu'on peut encore aller plus loin, même si ce paquet qui a été adopté par l'Eurogroupe est quand même positif par rapport aux discussions qui pouvaient avoir en amont et les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure avec les visions divergentes des États membres. Aller plus loin, est-ce que c'est aussi être favorable à une mutualisation des dettes comme certains le souhaitent, d'autres ne le souhaitent pas? Les fameux Corona Bonds, enfin ils ont plusieurs noms, mais cette mutualisation des dettes qui permettrait à des États peut-être de se financer pour l'après, pour la relance à un coût moindre que s'ils le faisaient tout seuls. Est-ce que le Parlement européen, selon vous, est favorable à ça? Est-ce que vous l'êtes? Alors, il y a différentes visions de ce qu'on appelle mutualisation des dettes et de ce qu'on entend derrière ces Corona Bonds. Nous, dans notre groupe et dans notre délégation, on voulait appeler ça des recovery bonds parce que ça répond aussi à l'objectif que vous évoquez dans votre question, c'est-à-dire investir ensemble pour répondre à cette crise. Parce que quand on parle de mutualisation de la dette, et nous, ce qu'on porte aussi chez Renew, c'est mutualiser la dette qui est en train d'être faite maintenant, c'est-à-dire construire sur la situation présente, pouvoir y apporter des réponses pour construire l'avenir. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les dettes sont différentes d'un État à un autre, que nos amis italiens, nos amis espagnols ont des dettes plus importantes que nos amis allemands. Mais il nous faut tout, face à cette crise, pouvoir tous réinvestir ensemble. Donc c'est important effectivement de mutualiser les dettes que nous sommes en train de créer du fait de cette situation pour pouvoir investir ensemble. Et si on mutualise, justement, ça nous permettra d'avoir des situations qui soient plus favorables pour construire notre avenir. Et
les Allemands, mais aussi les Français et tout le monde, on est bien conscient que cet avenir, il ne peut se construire qu'ensemble. Il ne peut pas se construire les uns contre les autres. Vous avez signé, Marie-Pierre Védrenne, une tribune, co-signé plutôt une tribune dans Le Monde récemment, dans laquelle vous appelez, je cite, au développement d'un modèle de prospérité nouveau. On comprend que ça passe par forcément la transition écologique, des économies moins énergivores, plus respectueuses de la biodiversité. Pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus forcément la priorité. Ce qui compte, c'est de faire repartir l'économie coûte que coûte. C'est une phrase, une tournure de phrase qu'on entend souvent. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que l'environnement et les ambitions environnementales, notamment portées au début du mandat par la Commission européenne, vont être mises de côté? Et aussi Emmanuel Macron, qui n'a quasiment pas évoqué son sujet dans son allocution du 11 avril, du 13 avril plutôt, 13 avril. Je partage pas totalement votre analyse sur la fin. Je pense que vis-à-vis de l'allocation du président de la République, je crois que les citoyens français attendaient des réponses vis-à-vis du confinement, vis-à-vis de la situation. Mais la France est engagée vis-à-vis du Green Deal. Et vous rappelez donc cette initiative qui a été portée par Pascal Canfin, à laquelle je me suis associée avec de nombreux parlementaires, parce que effectivement, ce que nous ne voulons pas, c'est que les ambitions que nous avons pendant la campagne et que nous avons cherché à porter pendant ces premiers mois de mandat, notamment donc ce Green Deal, ne soient pas mis de côté. Parce que ce qu'on disait pendant la campagne est toujours valable à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on n'oppose pas l'économie et l'écologique et que bien au contraire, on peut construire une économie qui soit résiliente et qui soit performante sur la question du changement climatique, qui crée en plus de l'emploi en local. Donc l'un n'empêche pas l'autre. L'économie coûte que coûte, oui, très bien, mais une économie qui réponde aux aspirations des citoyennes et qui soit résiliente. Merci Marie-Pierre Védrenne pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du MoDem, vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen et aussi membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Merci beaucoup. Le MAG Europe. En poste depuis 6 mois seulement, elle misait sur une relance en faveur de l'environnement et la transition écologique. Elle doit faire face aujourd'hui à la pire crise sanitaire depuis un siècle pour l'Europe. Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, pouvait-elle imaginer des débuts plus rocambolesques? Critiquée pour son action au début de cette crise, elle s'est excusée depuis et appelle de ses voeux à un sursaut communautaire. Nous allons en parler avec Guillaume Roty. Vous êtes porte-parole en France de la Commission européenne. La Commission européenne qui a été, on va dire, critiquée au début de cette crise et peut-être encore beaucoup aujourd'hui sur son manque d'action, de réaction plutôt au début de cette crise. C'est vrai aussi que Ursula von der Leyen arrive dans un contexte, puisque c'est le début de son mandat, ça fait 6 mois qu'elle est en place, assez particulier. Est-ce que vous comprenez ces critiques qui ont pu être exposées à l'encontre de la Commission européenne sur son manque de préparation et d'action au début de la crise du Covid-19 ? Je crois qu'il faut pas réécrire l'histoire et le déroulé de l'épidémie. On a eu effectivement au niveau européen, et je crois que ça, tout le monde est d'accord, peut-être un retard à l'allumage sur la coordination entre les différents États membres et entre les différentes réponses que chacun des États membres de l'Union a eu pour faire face à la crise du coronavirus. Après, nous, à la Commission, on a alerté sur cette épidémie depuis pas mal de temps. Dès janvier, il y avait des réunions qui étaient organisées entre les différents ministres de la Santé à Bruxelles pour échanger sur l'épidémie et évaluer s'il y avait un état de préparation suffisant en Europe pour faire face à une vague épidémique. On a une agence européenne qui s'appelle le Centre de contrôle des maladies infectieuses, dont c'est le métier de faire cette surveillance et qui a suivi un peu en direct chaque jour l'évolution de l'épidémie dans le monde et en Europe. En revanche, personne ne s'attendait à ce que l'épidémie s'enflamme aussi vite en fait. Et donc c'est vrai que à la fois au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau de chacun des pays, on a tous été un peu collectivement surpris par l'intensité avec laquelle l'épidémie s'est développée, notamment en Italie, puis en Espagne et en France, et maintenant dans tous les pays de l'Union européenne. Donc il y a peut-être eu
un retard de prise de conscience collectif de ce point de vue-là, qui maintenant, on est tous bien conscients de la gravité de la situation et du fait qu'il faut faire des actions coordonnées au niveau européen. Et aujourd'hui, la Commission européenne a présenté une feuille de route sur le futur de ce qu'on appelle, parce que là on est dans la phase de déconfinement, ou en tout cas réfléchir au déconfinement. On n'est pas encore à la phase du déconfinement en Europe, mais en tout cas, quelles pistes et quelles bonnes pratiques et quelles recommandations chacun des pays doit suivre quand le temps du déconfinement sera venu. Est-ce que cette crise ne met pas en avant finalement les dissonances parfois entre les institutions européennes d'un côté qui voudraient peut-être en faire plus? La Commission européenne a annoncé très rapidement un plan de soutien pour différents secteurs, pour les économies européennes. Et puis ces États qui malgré tout gardent la main mise dans ces cas-là, dans ces grands moments de crise. Et eux qui mettent beaucoup plus de temps à réagir, qui sont parfois moins enclins, notamment au nord de l'Europe, pour être plus solidaires. Est-ce que c'est pas ça aussi que ça met en avant cette crise, cette divergence de vision parfois entre des institutions et des pays et les pays nationaux? Je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qui a trait à la réponse sanitaire et à comment on gère une épidémie comme ça du point de vue sanitaire, comment on fait fonctionner les systèmes de santé, comment on fait les procédures de tests, comment on fait les masques et des choses comme ça, et la réponse économique à la crise à la crise économique qu'a engendré la politique de confinement systématique dans tous les pays. Sur le plan sanitaire, on est dans une situation au niveau européen assez particulière où les institutions européennes que vous mentionnez n'ont pas de pouvoir en fait. On a juste un pouvoir de coordination, on fait se rencontrer les gens, on suggère, on fait des recommandations, mais on n'est pas là pour imposer des recommandations sanitaires ou des méthodes de traitement, tout simplement parce qu'on estime que chaque pays est mieux placé pour décider et pour faire fonctionner ses hôpitaux et ses systèmes de santé publique. Là où il y a eu des choses qui auraient dû se passer différemment avec l'expérience dans le domaine sanitaire, c'est que pas mal de pays, effectivement, au tout début de la crise, et quand il a fallu prendre des mesures d'urgence, notamment face aux pénuries de masques ou aux pénuries de respirateurs, ont voulu garder pour leur propre pays leur production et ont mis à ce qu'on appelle des barrières au marché intérieur européen, ce qui a pu pénaliser d'autres États membres qui en avaient peut-être plus besoin à ce moment-là. Et là, on pense notamment à l'Italie qui a demandé aux pays européens des masques, notamment parce qu'ils étaient les premiers touchés par l'épidémie et qui n'en a pas eu tout de suite. Ça, maintenant, ça a été corrigé. Il y a plus de restrictions comme ça et les différents États membres coopèrent bien sur à la fois augmenter la production de masques et s'assurer qu'ils vont là où il y en a le plus besoin. Et donc l'Allemagne a donné beaucoup de masques à l'Italie, la France aussi. Et donc les patients peuvent être traités. Il y a des patients français qui ont été traités en Allemagne et qui ont été traités au Luxembourg. Donc là-dessus, la coopération sanitaire a mis du temps à démarrer, mais maintenant est vraiment opérationnelle. Sur le volet économique, là-dessus, la Commission européenne et les institutions ont plus de pouvoir. Et là-dessus, au contraire, je trouve qu'on a réagi très vite et de manière très coordonnée. Très vite, la Commission a dit qu'il fallait des plans de relance nationaux, parce que c'est les budgets, les États nationaux qui gardent les budgets pour financer ces plans de relance, pour permettre de prêter aux différentes entreprises pour pas qu'elles fassent faillite, pour avoir les fonds de solidarité avec les indépendants. Tout ça, c'est des choses, c'est les États qui ont la main sur les budgets. Mais en revanche, ce qu'on a fait au niveau européen, c'est qu'on a envoyé le message de dire il faut des plans de relance nationaux. Les règles du pacte de stabilité et de croissance, les fameux 3% et 60%, on va les suspendre parce qu'on a besoin d'une réponse très rapide. Et on a aussi organisé et ça c'était la semaine dernière à l'Eurogroupe, un plan de relance au niveau européen de 500 milliards d'euros où on a justement discuté de comment mettre en commun les moyens pour répondre à cette crise économique. Qu'est-ce qui va changer selon vous dans l'Europe de demain du fait des conséquences de cette crise? Est-ce qu'on ira vers plus d'Europe, plus de souveraineté mise à disposition des institutions ou alors pas forcément, on va rester dans ce qui était fait en amont avant cette crise? Alors, j'ai pas de boule de cristal, c'est assez difficile de se dire. En revanche, on a identifié quelques points, je pense, assez précis où on peut mieux faire et où l'Union européenne collectivement peut mieux faire. Il y a un point très clair, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, et c'était déjà l'une des politiques que voulait porter la commission de la présidente von der Leyen, c'est, on va dire, retrouver la souveraineté industrielle européenne. Et donc on a vu que
dans le domaine de la santé, que ce soit de la production de masques, de respirateurs, de certains médicaments aussi, parce qu'on a craint à un moment d'avoir des risques de pénurie sur certains médicaments, il fallait retrouver une autonomie au niveau européen. Et ça, je pense que c'est une vague qui, en tout cas du point de vue politique, sera portée par les instances européennes, sera portée par les États membres pour rapatrier sur le sol européen un certain nombre de productions stratégiques. Ça commencera vraisemblablement par la santé, mais je suis à peu près sûr que ce sera le cas dans plein d'autres secteurs industriels. Donc là-dessus, il y a une vraie, je pense que ça va être une vraie tendance importante. Après, qu'est-ce que ça va changer au mode de fonctionnement de l'Union européenne? Est-ce qu'on va avoir plus de coopération, moins de coopération? La question est posée. Je pense que beaucoup de gens et beaucoup de citoyens européens ont ressenti un peu en négatif le manque d'action européenne. Et la question n'était pas tellement l'Union européenne ne fait des choses négatives, c'était plutôt mais qu'est-ce que fait l'Union européenne et qu'est-ce que nous apporte l'Union européenne? Et donc je pense qu'il faut avoir cette discussion entre les membres de l'Union, ceux qui constituent cette Union, pour se dire bah, dans une crise comme ça, quelle valeur ajoutée pourrait avoir plus de coopération? Et je crois que chacun des pays s'est rendu compte que ça faisait du sens quand même de pouvoir compter sur son voisin pour lui envoyer des patients, de pouvoir compter sur son voisin pour obtenir des masques quand on n'en avait pas, de pouvoir compter sur son voisin pour avoir une chaîne d'approvisionnement agricole qui fonctionne et s'assurer que les gens aient toujours des supermarchés remplis, même en période de confinement et d'activité économique réduite. Donc je crois que l'intérêt de l'Union européenne peut se voir dans une crise comme ça et sur plein de sujets concrets, c'est vu. En revanche, il n'y a pas eu de voie ou de mécanisme un peu unique qui a pu porter ça. Et donc ça, il y aura vraisemblablement des discussions sur est-ce que dans le domaine de la santé, il ne faut pas coordonner un peu plus les différentes actions? Est-ce qu'il ne faut pas avoir à un moment une autorité, une agence? On a déjà une agence, mais qu'elle soit un peu plus puissante et qu'elle impose des règles communes, notamment sur quelles mesures prendre aux frontières, sur quel type comment on teste les malades et quelles mesures sanitaires on peut prendre dans une épidémie comme ça qui a une nature mondiale et européenne. C'est-à-dire que si l'épidémie est en Italie, bien sûr qu'elle va se transmettre en Espagne, bien sûr qu'elle va se transmettre en France et en Allemagne, et ça, on ne peut pas l'empêcher. Le retour des frontières ne l'empêchera pas, et donc il faut pouvoir gérer le problème collectivement. Guillaume Roty, le temps manque. Est-ce que rapidement, je peux vous poser une dernière question à propos notamment de l'ambition initiale avant cette crise sanitaire de la Commission européenne et de sa nouvelle présidente? C'était la transition écologique, le Green Deal notamment. Aujourd'hui, forcément, tout cela est plus ou moins mis de côté. Est-ce que clairement, demain, ça ne sera plus la priorité de la Commission européenne, en tout cas dans un premier temps, pour relancer l'économie et soutenir les secteurs les plus impactés, même s'ils sont peut-être parfois aussi les plus polluants? Est-ce que la priorité environnementale va descendre dans l'échelon justement des priorités de la Commission européenne? Je ne crois pas qu'il faille le présenter comme ça. Il y a une réponse immédiate, c'est on est en train de vivre l'une des crises économiques les plus importantes qui ait jamais été vécue en Europe et dans le monde. Donc bien sûr que la priorité, ça va être de s'assurer que les conséquences économiques et sociales de cette crise soient les moins fortes et les moins longues possibles. En revanche, la priorité et l'importance de la lutte contre le changement climatique n'a pas changé avec l'arrivée du coronavirus. Ça reste un impératif de long terme, et arriver à la neutralité carbone en 2050 doit rester un objectif de l'Union européenne, et il faut s'y tenir parce que les enjeux climatiques sont toujours présents, et on sait que les conséquences de ne pas agir sont tout aussi dramatiques que celles de la crise qu'on vit actuellement. Donc ce serait vraiment faire l'autruche que de dire on repousse la priorité écologique. Donc il faut arriver à concilier les deux, ce qui est loin d'être facile, mais il y a pas mal de réflexions sur justement comment on peut faire en sorte que les solutions qu'on apporte à cette crise économique et sociale, les éléments de plan de relance qu'on fait, nous aident à accélérer et à avancer vers une économie neutre en carbone en 2050. Donc c'est se dire, il y a tout un tas de nouvelles activités à inventer. Il faut peut-être
c'est maintenant le bon moment pour pousser l'économie circulaire pour qu'elle se développe vraiment en Europe. J'ai mentionné tout à l'heure la renationalisation, en tout cas la rapatriation de certaines industries. Il y a pas mal de tendances qu'on peut essayer de pousser encore plus fort et de les mettre dans le plan de relance pour sortir de la crise du coronavirus et qui auront une contribution très importante à la neutralité carbone de l'Europe en 2050. Donc possible de faire les deux si je vous comprends bien. Merci, Nécessaire de faire les deux. merci Guillaume Roty pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes porte-parole en France de la Commission européenne. Merci beaucoup. Le MAG Europe. Le coronavirus, c'est aussi cette triste réalité en Europe. Plus de 80 000 décès, personnes décédées du Covid-19 sur le continent. Italie, Espagne et France sont bien sûr les pays les plus touchés et ceux peut-être qui pratiquent le confinement de manière la plus stricte. De la Suède qui n'applique pas officiellement de confinement généralisé à l'Autriche ou le Danemark qui rouvre certains commerces et écoles. À quoi ressemble le confinement ailleurs en Europe? C'est la question que nous avons posée à plusieurs jeunes confinés ailleurs qu'en France. Première destination, la Finlande. Pour un petit peu détailler les mesures qui ont été prises par le gouvernement finlandais, les écoles, les universités, les bibliothèques, tous les lieux publics sont fermés. Et depuis quelques jours, les restaurants et les bars aussi. Et la zone géographique d'Helsinki, en fait, est sous le coup de restrictions. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer et sortir comme on le souhaite de cette zone pour limiter la propagation du virus, car la majorité des cas en Finlande de coronavirus se trouvent dans la région d'Helsinki. Mais on n'est pas confiné, pas comme en France. On peut continuer à sortir. Alors le gouvernement a demandé à ce qu'on reste, qu'on profite plus de la forêt et qu'on évite d'aller en ville, en fait. Donc on fait comme on peut. Nous sommes en télétravail depuis 2 semaines. Ça me fait gagner en autonomie. Je peux décider de mes journées comme je l'entends. J'ai pu faire le trajet, donc c'était quand même 45 minutes l'aller, 45 minutes retour. Donc le temps qui est dégagé est quand même non négligeable. Depuis mon arrivée en France, je m'étais remis au sport. Mais là, j'essaie d'en faire tous les jours et de profiter de la forêt qui est au bout de ma rue. Donc j'essaie d'aller me balader en faisant attention, en gardant les distances de sécurité. Donc voilà, je fais en sorte de me retrouver là où il y a le moins de monde possible. Je prends vraiment mes précautions. Et juste un petit indicatif, en Finlande, il y a 5,5 millions d'habitants et environ 600 000 habitent à Helsinki. Donc moi qui viens de région parisienne, j'avoue que c'est assez... il n'y a pas grand monde sur les trottoirs, on va dire. Après, je pense que le plus dur, c'est de plus être tous ensemble au bureau. L'ambiance qu'il y a là-bas me manque. Ce qui manque aussi, c'est les différents événements auxquels j'allais le soir. On participait par exemple à des cours de finnois le mercredi soir avec la volontaire espagnole. Donc, j'avoue que j'ai pas trop la motivation de me mettre au finnois toute seule dans ma chambre. Donc ouais, avec les mesures prises, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, depuis que je reste à l'appartement, on va dire que je prends plus soin de moi. Je me suis mis à la cuisine un peu plus qu'avant. Je fais plus de sport. Je fais des balades en forêt, voilà, et après je rencontre moins de nouvelles personnes, et pour le moment mes projets de voyage en Finlande et dans les pays limitrophes sont suspendus, voilà, et en arrière-plan vous entendez mon coloc qui s'est mis à la musique. Voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais j'avoue qu'il me déconcentre un peu. Donc voilà, même si le mode de vie, la façon de travailler sont pas les mêmes, les objectifs de projet de volontariat n'ont pas changé. On voit pas une grande différence entre avant et aujourd'hui. Et voilà, j'essaie de tirer le maximum, le meilleur parti de ces jours. Et de profiter de ma colocation. Voilà. Elle est assez fun. Voilà. Il y a un qui joue de la guitare, deux qui jouent de la guitare, deux qui chantent. C'est bien. Ça change. Ça garde le moral. Et puisque nous sommes au nord de l'Europe, nous allons y rester encore quelques minutes pour savoir désormais comment se passe le confinement en Norvège. Alors ici, les mesures ont été mises en place le 13 mars. Nous avons reçu les informations la veille au soir et tout a été mis en place dès le lendemain matin, donc ça a été assez rapide. Les écoles ont fermé, les salles de sport, les théâtres, les cinémas, tous les endroits où il y avait des activités sociales ont fermé. Alors concernant les mesures en Norvège, c'est un petit peu plus souple qu'en France. Dès que les mesures ont été annoncées, la plupart des personnes qui le pouvaient ont commencé à faire du télétravail. Et pour celles qui ne le pouvaient pas, qui devaient se rendre sur leur lieu de travail, eh bien on continue de le faire normalement.
Les restrictions sont plus souples concernant les déplacements. On n'a pas besoin d'autorisation, par exemple, pour aller faire ses courses. On est libre de sortir, d'aller où on veut. Simplement, on doit rester dans notre commune. On n'a pas de restrictions en termes de kilomètres, mais on doit rester dans l'enceinte de notre commune. Mais on peut sortir librement, que ce soit pour aller se promener ou pour aller faire ses courses. Pas en Europe d'un point de vue politique et institutionnel, elle ne l'est pas moins géographiquement. La Suisse est elle aussi confinée. Hello, moi c'est Christophe, j'ai 23 ans et je suis pâtissier en restauration. Je vis à Montreux, en Suisse, et du coup, ici, pour lutter contre l'épidémie, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, comme essayer de rester un maximum à la maison. On n'est pas vraiment confiné, donc on peut sortir si on a envie. Il faut juste limiter faut vraiment limiter les accès publics, tout ce qui est parc, tout ça, ça a été fermé. On essaie vraiment de juste limiter aux cours, c'est pas non plus être trop ensemble. Le maximum c'est 5 personnes, donc on essaie vraiment de rester chez soi un maximum. Et du coup, moi pendant ce temps-là, moi je suis au chômage technique, donc je fais pas mal de pâtisserie à la maison, je fais pas mal de vidéos, je fais des lives sur Instagram, j'essaie de m'occuper comme ça, j'essaie de prendre du temps aussi pour avancer sur les nouvelles recettes qu'on va faire sur le restaurant dès qu'il va réouvrir. J'ai réussi grâce à ça au final, grâce à ce temps passé à la maison, à lancer mon site internet, à mettre en place des e-books en vente. Enfin, j'ai vraiment réussi à atteindre un objectif qui était assez loin dans le temps parce que justement j'arrivais pas à me consacrer à ça vraiment. Du coup j'ai pu avancer sur pas mal de choses et je suis assez content de ça. Et après ça permet aussi de réfléchir à soi et de se prendre vraiment du temps pour soi, faire à manger, pour être à la maison. On n'a vraiment pas beaucoup de temps en restauration, d'être à la maison, de pouvoir profiter du temps là. Et du coup, j'essaie d'utiliser ça au maximum. Et destination à présent l'Allemagne, dans le pays le plus peuplé et le plus grand d'Europe, les règles du confinement sont différentes selon les régions. Bonjour, je m'appelle Nils, j'ai 25 ans, je suis franco-allemand et étudiant en philosophie à l'université de Bielefeld en Allemagne. L'Allemagne est un État fédéral, ce qui veut dire que les Länder ont une autonomie assez large en ce qui concerne les mesures de lutte contre le Covid-19, notamment la Bavière et la Sarre qui ont choisi d'instaurer des mesures de confinement presque aussi strictes qu'en France. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coordination au niveau national. La plupart des Länder se sont mis d'accord avec le gouvernement allemand afin d'instaurer un catalogue de mesures communs. Donc c'est le cas de la Rhénanie-Westphalie où je me trouve actuellement. Et donc il s'agit des mesures que l'on retrouve dans la plupart des pays, donc fermeture de la majorité des commerces, fermeture des services, des institutions publiques, ce genre de choses. Mais il y a eu une grande différence par rapport à la France. Donc il s'agit des conditions de sortie. Donc nous ne sommes pas obligés de remplir de formulaires ou de justifier notre sortie, de quelle manière que ce soit. Donc on peut toujours sortir tout seul ou avec les membres du foyer ou au maximum avec une autre personne issue d'un autre foyer. Donc c'est une mesure qui est assez bien acceptée par la plupart des gens parce qu'elle est considérée comme étant plus en harmonie avec les libertés fondamentales. Et donc cette réglementation permet de sortir, d'entretenir les liens sociaux, de combattre l'isolement, par exemple de continuer à s'investir bénévolement ou tout simplement de sortir et faire du sport, sans être obligé de se justifier. Et donc en ce qui concerne le travail et l'éducation, donc c'est Internet bien sûr qui est privilégié. Dès que possible, les gens ont recours au télétravail. Dans l'éducation, autant dans les écoles que dans les universités, tout ça se fait par Internet, dès que possible. Et donc pour ma part, je suis concerné par les deux. Donc d'un côté, j'étudie à distance, entre guillemets, et de l'autre côté, j'ai aussi un travail au sein du département de philosophie, et donc dès que possible, je fais tout ça par Internet. Et donc, quand je suis obligé d'aller à l'université, je le fais très rarement, mais ça reste possible. Voilà. Mais je dois dire que j'ai beaucoup plus de chance que certains qui, malheureusement, comme dans beaucoup de pays, ont perdu leur emploi ou risquent de le perdre à cause des mesures de confinement. Mais il faut dire que la plupart des Allemands essayent de voir le côté positif des choses. Donc pour l'instant, les mesures permettent de se promener, de profiter de l'arrivée des beaux jours, et tout en respectant une certaine distance, bien sûr, par rapport aux autres personnes. Et donc pour ma part, j'ai de la chance d'habiter très, très près d'une forêt.
Donc je profite justement de ces mesures un peu moins strictes pour me promener en forêt quand j'ai l'impression d'être un peu enfermé chez moi. Voilà. Donc bon courage et bleibt gesund. Restez en bonne santé. On termine ce tour d'Europe par l'Espagne, deuxième pays le plus impacté par le virus. C'est Léa, habitant de Barcelone, qui nous raconte son confinement sur place. Bonjour, je m'appelle Léa, je vis à Barcelone, Espagne. Ce confinement se passe en réflexion personnelle et collective. Se rendre compte que les petites choses et les petits actes sont vraiment simples et que vraiment on n'a pas besoin beaucoup de vivre seulement. Et une réflexion encore plus profonde, c'est qu'on a besoin un des autres. J'essaye de mettre en place essayer de mettre en place des choses qui changent notre système de vie. C'est pas facile, mais je crois que dans ce temps de confinement, c'est la meilleure option pour passer le temps, pour essayer de se rééquilibrer, reconnecter et se rendre compte de ce qui est important dans la vie, comme notre planète, comme les interactions sociales, comme seulement une parole, une aide, ou simplement être à côté. Alors dans ce temps d'isolement où on est loin de les gens qu'on aime, j'essaye de réfléchir comment je pourrais, après, quand tout ça passe, remettre en place le temps avec les gens. Et pas uniquement prise dans cette routine de société où tout va en rythme accéléré. Alors, mon confinement se passe vraiment en réflexion de ce que je veux pour moi, pour les autres et pour les gens que j'aime. Le Mag Europe sur Sensation. C'est la fin de ce Mag Europe consacré à la crise du coronavirus sur le vieux continent. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.